J'allais dire c'est sans transition qu'on continue, mais en réalité si, parce que vous avez eu la présentation de ce qui se passe au début, de ceux qui souhaitent faire une carrière, peut-être, dans l'enseignement supérieur, et puis il va y avoir maintenant un autre moment qui s'inscrit toujours dans le cadre du travail de notre école doctorale, c'est la remise d'un diplôme officiel, solennel, un diplôme de doctorat honoris causa, à un grand monsieur dont je vais vous parler pendant quelques minutes, qui est le professeur Peter Sudfeld, et qui va être le premier récipiendaire, puisque c'est le terme qu'il faut employer, de l'école doctorale de l'Université de Nîmes, et de fait, au-delà du plaisir de lui remettre cette distinction, parce que c'est une personnalité qui a posé sa marque dans un domaine que vous allez découvrir, eh bien c'est un moment rare, c'est un moment exceptionnel, il n'est pas fréquent que les universités remettent des prix de doctorat honoris causa. Il faut tout un processus, cela dure des mois en amont, des autorisations, y compris du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Enseignement supérieur, donc c'est quelque chose qui est très encadré, parce que c'est un titre qui est très honorifique, qu'on reconnaît le titre de docteur à une personne, et puis c'est une première pour notre université, et je n'exagère pas, je crois, en disant que ce moment est historique pour nous, non seulement parce que c'est la première fois que je revais la robe officielle de président d'université, qui n'est pas forcément un moment très agréable, mais qu'à cela ne tienne, c'est surtout parce que c'est une nouvelle étape pour nous, pour l'Université de Nîmes. C'est finalement l'aboutissement d'une certaine forme de maturité. Lorsqu'une école doctorale est en mesure et est soutenue par l'État pour remettre un prix de doctorat honoris causa, cela veut dire que l'université qui l'accompagne a la légitimité scientifique pour le faire. Et je crois pouvoir dire, et vous venez d'avoir une illustration aussi de ce que nous produisons en matière de recherche, que c'est la réalité. Donc c'est un grand honneur et un réel plaisir d'accueillir le professeur Peter Sudfeld aujourd'hui pour faire de lui le premier docteur honoris causa de l'Université de Nîmes. Mais pourquoi honorer le professeur Sudfeld? Qu'est-ce qui justifie que nous lui reconnaissions ce titre? Eh bien, l'approche scientifique du professeur Sudfeld est marquée par l'ouverture sur différents sous-domaines de la psychologie, psychologie sociale, psychologie environnementale, psychologie de la santé, psychologie positive. Et de ce fait, ces travaux ont marqué l'ensemble de la discipline psychologie, la discipline contemporaine, et il est le père d'un certain nombre de thématiques qui ont alimenté cette discipline. Et il se trouve qu'à Nîmes, ici à l'université, cette discipline est présente depuis plus de 20 ans. C'est une des disciplines les plus anciennes installées ici. Et c'est aussi une particularité que nous avons, que d'avoir ces différents sous-domaines dans la psychologie représentés et qui cohabitent particulièrement bien, ce qui n'est pas forcément le cas partout ailleurs, en s'affranchissant des barrières disciplinaires qui sont très présentes dans d'autres universités. Et nous parvenons ici à mener des projets qui panachent la psychologie sociale, la psychologie cognitive, la psychologie clinique, ce qui est rare ailleurs, mais c'est finalement un peu notre marque de fabrique à l'Université de Nîmes de faire sauter les barrières et de travailler ensemble. Et la psychologie a finalement amené en premier cette forme de pensée. Les travaux du professeur Sudfeld s'inscrivent dans le courant de ce que nous faisons, aussi bien dans le domaine de la psychologie sociale, avec l'approche de la psychologie environnementale, et nous avons un master sur cette discipline, mais également dans la filière de la psychologie clinique, qui est orientée ici vers les thérapies comportementales et cognitives, avec une perspective de psychologie positive très marquée. Donc, finalement, scientifiquement, tous les voyants sont au vert et il y a une justification très nette à cela. Et puis, il y a la petite histoire. La petite histoire qui unit la directrice de l'école doctorale, le professeur Karin Weiss, avec le professeur Sudfeld, et, pour ne pas trahir sa pensée, la grande admiration qu'elle lui porte. Au cours de sa thèse, il y a quelques années, peu d'années, Karine, elle a été amenée à lire les travaux du professeur Sudfeld qui l'ont particulièrement intéressée, car c'était le seul qui ne posait pas le postulat selon lequel les situations dites extrêmes entraînaient forcément des états de stress et des conséquences négatives. Et c'est finalement de ce postulat que tout part. Elle a passé 3 mois dans son laboratoire où elle a été séduite par l'ambiance de travail exceptionnelle, l'accueil qui lui a été réservé, à la fois amical, mais également rigoureux et professionnel. Et cela a débouché sur plusieurs études publiées, dont en particulier un numéro spécial de la prestigieuse revue Environment and Behavior, qui portait sur la psychologie polaire, un des thèmes de prédilection de Karine. C'était en 1999. Ils ne se sont revus qu'une fois depuis, mais on continue à publier à distance et de façon très fréquente, et encore il y a peu, puisque la dernière parution
date de 2015, conséquences affectives, sociales et cognitives d'un hivernage à Concordia, tout un programme, et c'est donc toujours quelqu'un qui, pour la discipline, compte scientifiquement. Né à Budapest en 1935, Peter Sudfeld arrive aux USA à 13 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il obtient son doctorat en psychologie expérimentale à l'université de Princeton à l'âge de 28 ans. Après avoir enseigné dans plusieurs universités américaines, il rejoint finalement l'université de Colombie-Britannique au Canada, où il poursuit ses recherches et ses enseignements. Comme il l'écrit dans la préface de son ouvrage « Life After the Ashes », la vie après les cendres, Peter Sudfeld a réalisé tardivement qu'il entrait dans une catégorie de personnes trop souvent présentées comme ayant des vies difficiles, marquées par des périodes sombres de dépression et de pathologie, celles des survivants de l'Holocauste. Il indique avoir découvert finalement assez tardivement qu'il pouvait être considéré comme l'un de ces survivants. Il utilise alors le terme de survivants cachés, ceux qui n'ont pas été dans les camps de concentration et qui ont survécu car on a caché leur identité. Et il insiste sur le fait qu'il a vécu une vie personnelle et professionnelle heureuse et riche d'expériences positives. Les psychologues, les cliniciens, le qualifieraient probablement de résilient. Et lui-même, en travaillant à partir du recueil de discours de survivants de l'Holocauste, a montré que la plupart d'entre eux étaient particulièrement bien adaptés en termes de santé mentale, de relations sociales et familiales et de carrière professionnelle, au risque de casser quelques clichés. Mais qu'est-ce qui, dans les recherches menées par le professeur Sudfeld, est particulièrement digne d'intérêt? Comment son regard a-t-il marqué la psychologie? La réponse peut paraître difficile, tant il a lui-même du mal à se positionner dans une branche spécifique de la psychologie. Sociale, politique, environnementale, expérimentale, ou encore psychologie de la santé, toutes sont valables. Il a ainsi su passer ses frontières épistémologiques en reliant de nombreux aspects de la psychologie afin de mieux comprendre les phénomènes étudiés. Sa démarche, dans le fond, peut se résumer dans un poème de William Henley, ce même poème qui, pour ceux qui le savent, a accompagné et soutenu Nelson Mandela lors de ses années de captivité au large du Cap, à la prison de Robben Island, et que le professeur Sudfeld cite régulièrement comme fil conducteur de ses recherches dans un article célèbre pour les spécialistes, Homo Invictus, l'espèce indomptable, qui est un article qui a eu un franc retentissement. Quels sont ces vers? Dans la nuit qui m'environne, dans les ténèbres qui m'enserrent, je loue les dieux qui me donnent une âme à la fois noble et fière. Prisonnier de ma situation, je ne veux pas me rebeller. Meurtri par les tribulations, je suis debout bien que blessé. En ce lieu d'opprobre et de pleurs, je ne vois qu'horreur et ombre. Les années s'annoncent sombres, mais je ne connaîtrai pas la peur. Aussi étroit soit le chemin, bien qu'on m'accuse et qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Dans ces deux derniers vers, on retrouve la force d'optimisme qui a guidé Peter Sudfeld, mais aussi l'inspiration qui lui a permis de donner un nouveau regard aux recherches qu'il a menées dans différents domaines de la psychologie. Il serait impossible en si peu de temps de tout expliquer, de tout présenter. Mais disons, pour faire court, qu'une partie de ses recherches, qui est peut-être la moins connue, se situe en psychologie politique, notamment avec le développement d'une méthode d'analyse des discours centrée sur la complexité cognitive. À l'époque, face au discours de George Walter Bush, et sans aucun doute face au discours de Donald Trump aujourd'hui, Peter Sudfeld est capable de dire, en se basant sur le niveau de complexité de ces discours, si ces hommes mentent. Imaginez quel travail il a. Le fil rouge de ses autres travaux plus connus est de comprendre comment l'être humain s'adapte aux situations difficiles ou extrêmes, comment il est capable de faire face et de se relever face au stress. Les situations extrêmes qu'il a étudiées sont variées. Hivernage dans les stations polaires en Antarctique et en Arctique. Mission spatiale. Travail avec les rescapés de l'Holocauste. Expérimentation de restrictions de stimulation environnementale. Pour vous faire comprendre ce que ça signifie, ici on place des sujets dans une eau salée à température du corps, dans une pièce noire et insonorisée,
et on observe le temps nécessaire. Ces recherches l'ont amené à présider le programme canadien de recherche antarctique et le comité consultatif des sciences de la vie de l'Agence spatiale canadienne. Au cours de sa carrière de chercheur, il a multiplié les approches méthodologiques. Expérimentation de laboratoire pour étudier les effets de restriction de stimulation, observation de terrain en Antarctique, entretien avec les survivants de l'Holocauste, études d'archives, de journaux de bord d'explorateurs, la liste est longue. Son approche innovante est liée au fait qu'il n'a jamais considéré ces situations comme objectivement et unilatéralement stressantes, mais qu'il est allé au contraire chercher pourquoi elles pouvaient également, contre toute attente, constituer des expériences de vie enrichissantes. Par exemple, au lieu de se préoccuper de la façon dont un spationaute devrait s'y prendre pour endosser, et pour reprendre une expression qu'il pratique, l'étoffe d'un héros, car je le crois fan du film de Philip Kaufman de 1984, L'étoffe des héros, bien, le professeur Sufeld montre que la participation à des programmes spatiaux, loin de ne constituer qu'une expérience stressante, et on pourrait le comprendre pour autant, eh bien, cette participation entraîne aussi de nombreuses conséquences positives, tant du point de vue de l'adaptation que de la confiance en soi, des compétences ou valeurs engrangées au cours de ces missions. En mettant l'accent sur les significations réelles de ces expériences extrêmes, on ouvre la porte à une psychologie positive qui reflète bien les enjeux de ce type de challenge. Ainsi, ces travaux ont amené les agences spatiales à travailler sur l'amélioration du bien-être des spationautes, plutôt qu'à uniquement considérer ces missions comme des vecteurs de stress et essayer d'endiguer les effets indésirables. Une autre illustration simple de ce changement de point de vue est, et c'est là aussi assez passionnant, la psychologie du bouton de panique. Qu'est-ce que la psychologie du bouton de panique ? Eh bien, si dans une situation inhabituelle, on vous dit qu'en cas de panique, vous pouvez utiliser un bouton pour demander de l'aide, eh bien, vous avez toutes les chances d'utiliser ce bouton. Si l'existence de ce bouton n'est pas mentionnée, aucune réaction de panique ne sera observée et rien ne se passera. Et on le voit encore, le point de vue du chercheur est absolument primordial pour casser ces idées reçues. Cette psychologie positive, et voilà bien un adjectif qui lui correspond, pour Peter Sudfeld, c'est non seulement un leitmotiv scientifique, mais c'est aussi un mode, voire un art de vivre. Et pour reprendre le témoignage de Karin Weiss, travailler dans son laboratoire, et on veut bien la croire, constitue une expérience accompagnée de bienveillance, où chaque semaine commence par une rencontre des équipes sur lesquelles le professeur Sudfeld pose un regard compréhensif et indulgent. Et on l'entend souvent, à nouveau, prononcer cette devise de Nelson Mandela, « One team, one country », qui pourrait se décliner en « ici, one team, one laboratory ». Je vous ferai grâce de la traduction, malgré mon accent, parfois un peu limite. En tout cas, c'est réellement une carrière brillante que celle de Peter Sudfeld. C'est une carrière comme beaucoup aimeraient avoir, et vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi son choix s'imposait pour faire de lui notre premier docteur honoris causa. Ça sera donc dans quelques instants pour moi un véritable honneur que de le lui remettre, ce doctorat. Et j'espère, et je terminerai là-dessus, pouvoir à l'avenir honorer à de nombreuses reprises d'autres parcours aussi prestigieux que le sien. Je vous remercie. Professeur Sudfeld, vous avez la parole avant que nous remettions le titre, et vous êtes accompagné par le professeur Karin Weiss qui va assurer la traduction simultanée pour ceux qui, comme moi, auraient quelques difficultés avec la langue de Shakespeare, bien que nous la pratiquions régulièrement. Mesdames et messieurs, you have just heard approximately half of my French vocabulary. I'm saving the rest for later. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre à peu près la moitié de mon vocabulaire français. Je garde l'autre moitié pour plus tard. I hope you will accept my apologies for not being able to thank you in French, as you might expect from a Canadian. I want to begin by thanking the university and the city of Nîmes for this honor. I'm deeply grateful to receive it, and especially so
to be the first person to receive the honorary doctorate from the University of Nîmes. I'm going to ad-lib a little bit. As you can see, Vice President Weiss has a text in which she has written down the French translation of what I said I was going to say, but as usual, I'm going to say some other things as well. Those who know me expect that. So first of all, I want to thank some particular individuals involved in this enterprise. President Roux, for example, who put on his imperial purple robe for the first time just to greet me. So it's very nice, and has been a very generous and warm-hearted host. Karine, who has not only been a friend for a long time, but a collaborator, a co-author, and much more recently, a wonderful tourist guide for my family and me, and volunteered to translate my untranslatable remarks. And last but not least, I would like to thank Samantha Schnegg, who is one of the administrators in this university, who has put up with a barrage of questions, and answered them all. I don't know if she's here, but if she is, thank you very much, Samantha. Donc, j'espère que vous accepterez mes regrets de ne pas vous remercier en français comme vous pourriez l'attendre d'un Canadien. Je souhaite commencer par remercier l'Université et la ville de Nîmes de me faire l'honneur donc de recevoir une marque de reconnaissance aussi éminente. Et je suis d'autant plus profondément reconnaissant d'en être le premier récipiendaire ici à l'Université de Nîmes. Et donc, il y a une partie qui n'a pas été écrite et que je n'ai pas traduite à l'avance, qui est donc des remerciements que le professeur Soutfeld adresse au président Roux, tout d'abord dans sa magnifique robe pourpre qu'il revêt pour la première fois. Imperial purple. Non, impérial, pardon. Et donc, il le remercie pour l'invitation et surtout pour sa générosité, par le fait qu'il ait accueilli aussi bien et aussi généreusement. Bon, il me remercie moi également, mais je ne vais pas en faire des tonnes, hein, puisque ce serait un manque de modestie. Et il remercie également Samantha Schnegg, qui est donc la responsable du service recherche de l'université, et qui a répondu à toutes ces questions. Et à chaque fois qu'il y avait de nouvelles questions, elle continuait d'y répondre avec beaucoup de patience. Actually, President Roux gave such a detailed description of my work in his introduction that I may not need to give my talk. But I Le will. président Roux a déjà fait une description très détaillée de ses travaux lors de l'introduction, et donc peut-être qu'il n'a plus besoin de le faire. Il a dit déjà beaucoup de choses. Much of my life has been spent studying what many behavioral scientists consider to be adverse experiences. Excuse me. Some of them among the most adverse that human beings ever face. These have included time isolated in a totally dark and soundproof experimental laboratory environment, sensory deprivation, exploring the polar regions, exploring oceans and outer space, living through the horrors of persecution and genocide, and being required to make decisions that affect the life or death of thousands and even millions of people. La plus grande partie de ma vie a été consacrée à l'étude de ce que de nombreux scientifiques comportementalistes considèrent comme des expériences négatives, et certaines d'entre elles comme les plus négatives de toutes. Il s'agit notamment d'expériences d'isolement dans un environnement de privation sensorielle entièrement insonorisé dans l'obscurité totale. Il s'agit aussi de l'exploration des régions polaires, des océans et de l'espace, mais aussi de l'horreur de la persécution et du génocide, ou de la nécessité de prendre des décisions qui impactent la vie et la mort de milliers, voire de millions de personnes. In all of these cases, I have found that the crucial aspects of the human character are courage, resilience, and the willingness to explore and adventure. One of my heroes is the unknown person who was the first to eat a lobster, that extremely bizarre armored animal. Dans tous les cas, j'ai trouvé que les aspects les plus cruciaux du caractère humain sont le courage, la résilience, la soif d'aventure et d'exploration. Un de mes héros est l'inconnu qui a été le premier à manger un homard, cet animal cuirassé extrêmement bizarre. In the less distant past, there were the people who dared to ride the newly invented railways, despite medical fears that speeds as high as 80 kilometers per hour would make the human body melt.
Another was the first people to fly in an untethered hot air balloon, Jean-François Pilatre de Rosière, and François Laurent Darlande, and the French Antarctic explorer Jean-Baptiste Charcot. Charcot's diary recorded the agonies of his first expedition, which really met with terrible conditions, and the determination that if he survived, he would never again embark on adventures. But a few weeks after he came back, he was already organizing his next Antarctic expedition, and 3 years later was on his way back to the ice. Dans un passé moins lointain, des gens ont osé monter dans des trains sur des chemins de fer nouvellement inventés, malgré les craintes médicales de l'époque, selon lesquelles le corps humain fondrait à une vitesse de 80 km/h. Citons aussi les premiers à voler en montgolfière, Jean-François Pilatre de Rosière et François Laurent Darlande, et l'explorateur antarctique français Jean-Baptiste Charcot. Le journal de Charcot relate les agonies de sa première expédition et sa détermination que s'il survivait, il ne s'embarquerait plus jamais dans de telles aventures. Mais quelques semaines après son retour, il organisait déjà une nouvelle exploration de l'Antarctique et 3 ans plus tard, il se dirigeait de nouveau vers le continent de glace. Except perhaps for the lobster pioneer, I selected French examples for this address, but the same pattern is found among adventurers, explorers of all eras and all nations. Sauf peut-être pour le pionnier du homard, j'ai choisi des exemples français pour ce discours. Mais on retrouve le même schéma chez les conquérants et les aventuriers de toutes les époques et de toutes les nations. My focus on human hardiness and resilience has several sources. As a student, I ran sensory deprivation experiments and found that when I removed the frightening introduction to the environment that most researchers used, the chamber became a place of comfort, concentration, improved memory, and stress reduction. And these effects were repeated and magnified in the currently popular reduced stimulation flotation tanks. Mon intérêt pour la robustesse et la résilience humaine a plusieurs origines. En tant qu'étudiant, j'ai mené des expériences de privation sensorielle et j'ai découvert que, lorsque je retirais la présentation effrayante de l'expérience que la plupart des chercheurs utilisaient alors, la même chambre sourde et sombre devenait un lieu de confort, de concentration, entraînant amélioration de la mémoire et réduction du stress. Ces effets ont été répétés et amplifiés dans les caissons de flottaison dont parlait tout à l'heure Emmanuel Roux, qui sont des caissons donc en isolement sensoriel et qui depuis sont devenus populaires au Canada. Alors je rajoute ici, pas tellement ici en France, on en parlait cet après-midi, mais au Canada, les gens utilisent ça pour se relaxer aujourd'hui. When I read the psychiatrist's early prognosis that Holocaust survivors would be unable to have normal emotions, family lives, and careers, I thought about fellow survivors of mine who have been successful or even eminent in their work. For example, among the recipients of every category of Nobel Prizes, there has been at least one former child who was a survivor of the Holocaust. By the way, a deceased Archbishop of Paris, Aaron Jean-Marie Cardinal Lustiger, had been a Jewish child who converted to Christianity in 1940. Lorsque j'ai lu les premiers pronostics des psychiatres, selon lesquels les survivants de l'Holocauste seraient incapables d'avoir des émotions, une vie de famille et une carrière normale, j'ai pensé à tous ces survivants qui ont réussi et qui même ont été éminents dans leur travail. Par exemple, dans chacune des catégories de prix Nobel, on trouve au moins un ancien enfant ayant survécu à l'Holocauste. Le cardinal Lustiger, par exemple aussi, archevêque de Paris aujourd'hui décédé, était un enfant juif converti au christianisme en 1940. Most of the survivors whom I know went on to be mentally healthy, happily married, and they have created well-adjusted families. By the way, my own well-adjusted family is represented here by about half of its members, although unfortunately my wife is not among them. La plupart des survivants que je connais sont mentalement sains et heureux en mariage. Et ils ont fondé des familles bien adaptées. D'ailleurs, une grande partie de ma famille est ici avec moi, sauf ma femme qui n'a malheureusement pas pu assister à cette cérémonie. Polar and space agencies devote considerable time and effort to study and treat the stressful aspects of those environments. They pay much less attention to the implications of the fact, which is well known, that a high proportion
of those voyagers to the poles and to space want to keep returning there. Unless they are all masochists or lunatics, why would that be? Les agences polaires et spatiales consacrent beaucoup de temps et d'efforts pour étudier et traiter les aspects stressants de ces environnements. Elles accordent beaucoup moins d'attention au fait qu'une forte proportion de personnes ayant vécu ces expériences souhaitent y retourner. À moins qu'ils ne soient tous masochistes ou fous, pourquoi? I and others have asked that question and found references to the beauty of the natural environment, the satisfaction of overcoming the challenges, the comfort of camaraderie, cooperative work, and lasting friendships. These travelers come back with a new appreciation of the earth, of other people, and of their own strengths and future prospects. Although I have not been able to fly in space, unfortunately, I have spent time in both Antarctica and the high Arctic, and I certainly have shared those feelings. Avec mes collègues, j'ai posé cette question. Les réponses font référence à la beauté de l'environnement naturel, à la satisfaction de surmonter ces défis, à la camaraderie, au travail coopératif et aux amitiés durables. Ces voyageurs reviennent avec une nouvelle appréciation de la Terre, des autres et de leurs propres forces et perspectives d'avenir. Bien que je n'ai pas pu aller dans l'espace, j'ai passé du temps en Antarctique et dans l'extrême Arctique, et j'ai certainement expérimenté aussi ces changements. My research in political psychology looks at high-level political and military decision-making, a stressful process with possibly frightening outcomes. Decision-makers are accused of flaws such as cognitive shortcuts, ignoring statistical and logical rules, rigid thinking, and self-defeating conformity. Mes recherches en psychologie politique portent sur la prise de décision politique et militaire de haut niveau. C'est un processus stressant dont les résultats peuvent être effrayants. Les décideurs sont accusés de faire des raccourcis cognitifs, d'ignorer les règles statistiques et logiques, d'avoir un mode de pensée rigide et une conformité autodestructrice. Many factors other than the cognitive process affect the final decision. For example, the availability of information, how to reconcile competing values and motives, and weighing immediate outcomes over long-term possibilities. As has been said, prediction is difficult, especially predicting the future. And prediction is what decision-making is about. De nombreux facteurs autres que les processus cognitifs impactent la décision finale. Par exemple, la disponibilité de l'information, la façon de concilier des valeurs et des motivations concurrentes, et la pondération des résultats immédiats par rapport au long terme. Comme on dit, la prédiction est difficile, surtout la prédiction de l'avenir. Et la prédiction est l'essence même de la prise de décision. In my work, I analyze and describe the decision-making process. I don't try to evaluate the decisions, because doing that would share some of the same problems that the decision makers face. But I think that for the most part, people try to allocate resources to possible solutions as best they can, and most of the time make relatively good decisions among the myriad of options. Dans mon travail, j'analyse et je décris le processus de prise de décision. Je n'essaye pas d'évaluer les décisions, cela poserait les mêmes problèmes. Mais je pense que la plupart du temps, les gens essayent de trouver les meilleures solutions possibles et que la plupart du temps, ils font des choix relativement bons parmi la myriade d'options disponibles. My overall view of human nature is summed up in the title of my seminal publication, which was referred to by the President, Homo Invictus, the Indomitable Species. Invictus means unconquered and unconquerable. I know that there are unsurmountable obstacles and traumatic situations. I fully agree that we must provide support for those who have been tested beyond their capability to cope with it. Ma vision globale de la nature humaine est résumée dans le titre de ma publication phare, que Emmanuel Roux a cité tout à l'heure, Homo Invictus, l'espèce indomptable. Invictus signifie à la fois invaincu et invincible. Je sais qu'il existe des obstacles insurmontables et des situations traumatisantes. Je suis tout à fait d'accord pour dire que nous devons apporter un soutien à ceux qui ont dépassé leurs capacités face à ces situations. But I also think that the sciences, the helping professions, the media, and the public at large have underestimated the ability of people in general to cope with such challenges. Sometimes I'm asked whether I believe that what doesn't kill you makes you stronger. I believe that sometimes it does. Perhaps more often, however,
it just leads you to realize just how strong you really are. Mais je pense aussi que les sciences, les aidants, les médias et le grand public ont sous-estimé la capacité des gens à faire face à de tels défis. Parfois, on me demande si je crois que ce qui ne tue pas rend plus fort. Je crois que c'est parfois le cas, mais peut-être que plus souvent, cela nous amène simplement à réaliser que nous sommes plus forts que nous ne le pensions. I sometimes describe myself as an optimistic contrarian. My wife, the companion in research and leisure, once bought me a picture of a row of cats, our favorite animal, sitting on a ledge with all except one facing away from the viewer. So they've turned their backs on whoever's looking at them. But there is one cat who faces the other way. That one exception is like me, taking a position contrary to the others and looking at the person who is both observing and being observed. Je me décris parfois comme un contrariant optimiste. Un jour, ma femme, compagne de recherche et de loisirs, m'a offert la photo d'une rangée de chats assis qui, tous, sauf un, faisaient face au photographe. Je suis comme cette exception, prendre une position contraire à tous les autres et regarder la personne qui observe et qui est observée. In all of my research, I have struggled against the prevailing negative view of what human beings can overcome and accomplish, and in much of it, other scholars have, as well as I, have begun to change what used to be the pessimistic orthodoxy. The growing popularity of expressions such as positive psychology, resilience, salutogenesis, hardiness, and post-traumatic growth are evidence of that change. Dans toutes mes recherches, j'ai lutté contre les présupposés négatifs qui prévalent sur ce que les êtres humains sont capables de surmonter et d'accomplir. Dans la plupart des cas, avec d'autres chercheurs, nous avons commencé à modifier ce qui était une orthodoxie pessimiste. La popularité croissante d'expressions telles que psychologie positive, résilience, salutogénèse, résistance est une preuve de ce changement. Human beings are brave, exploring creatures in mind and body. We explore land, sea, air, and outer space, ideas, hypotheses, spiritual beliefs, political ideologies, and ways of organizing and governing our communities, ways of building, ways of cooking, ways of communicating. Les êtres humains sont courageux. Ce sont des créatures qui, corps et âme, aiment explorer. Nous explorons la terre, la mer, l'air et l'espace. Les idées, les hypothèses, les croyances spirituelles, les idéologies politiques et les façons d'organiser et de gouverner nos communautés. Les façons de construire, de cuisiner et de communiquer. It has been a wonderful journey for our species, and I must say, for myself personally, I wish you all the same enjoyment. Explorer est un merveilleux voyage pour l'espèce humaine et, je dois le dire, pour moi personnellement aussi. Et je vous souhaite à tous les mêmes joies. I thank you again for the honor you have done me, and I thank you for your attention. Je vous remercie encore une fois pour l'honneur que vous m'avez fait et je vous remercie de votre attention. And here comes the other half of my French vocabulary. Merci beaucoup. Il est temps de remettre le doctorat honoris causa au professeur Stufeld. Je vous le laisse découvrir. Yeah. Eh oui, c'est le premier, donc forcément. Ça n'a pas servi encore. Et également la médaille de docteur de l'Université de Nîmes et le premier honoris causa. Merci. Oui, peut-être, je ne sais pas, quelques photos officielles pour, avec la directrice de l'école doctorale. Et puis, cette cérémonie s'achevant, nous vous invitons à partager le pot de l'amitié
qui est organisé à l'extérieur. Et nous vous remercions à nouveau beaucoup de votre présence aujourd'hui ce soir. Et Benoît, bien entendu.